Salut! Bienvenue sur la chaîne Moto Éclairée, dédiée à l'apprentissage de la théorie moto. Entraînez-vous sur les différentes séries tirées des questions officielles du code moto. Vous trouverez les 40 questions, avec leurs explications détaillées à la suite de chacune. Vous pouvez passer ces explications avec la touche droite du clavier. N'hésitez pas à commenter avec votre score et à liker la vidéo si elle vous a aidé. Abonnez-vous pour suivre les futures vidéos. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Un deux roues est moins visible en raison de son gabarit, réponse A, ses feux de croisement, réponse B, sa capacité d'accélération, réponse C. Les autres usagers ont souvent des difficultés à percevoir un deux roues. Cela peut avoir des conséquences dramatiques, notamment lors des insertions et des changements de direction. Les éléments qui nuisent à la visibilité d'un deux roues sont son gabarit. Un deux roues est étroit et peut facilement être masqué par un élément de l'environnement ou se trouver dans un angle mort. Sa capacité d'accélération. Alors qu'un conducteur a pris l'information et déjà sa décision, un deux roues peut arriver rapidement et le surprendre. Les feux de croisement d'un deux roues améliorent sa visibilité, de même qu'un équipement de couleur vive. Cependant, la meilleure protection est de ne pas tomber dans l'illusion de visibilité et de s'assurer d'avoir été vu avant de passer à côté d'un autre usager. Réponse A et C. Pour limiter le délestage de la roue arrière, il faut commencer par freiner de l'avant, réponse A, commencer par freiner de l'arrière, réponse B. Le motard doit répartir la puissance de freinage entre l'avant et l'arrière. Lors de l'utilisation du frein avant, il se produit un transfert de masse vers l'avant. La fourche s'enfonce et la roue arrière peut se soulever. Si la roue arrière se soulève, le freinage de l'arrière ne sera plus possible. La distance de freinage et par conséquent la distance d'arrêt augmenteront. Le motard pourrait aussi être déséquilibré. Il doit donc commencer son freinage par le frein arrière, ce qui va asseoir la moto et limiter le transfert de masse vers l'avant. Réponse B. Cette manœuvre rend impossible le contrôle de la trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le motard encourt une amende de 15 000 €. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le guidon de la moto se trouve à l'avant. Par conséquent, lorsque je suis en wheeling ou en roue arrière, la seule trajectoire que je peux suivre est la ligne droite. Cette manœuvre rend donc impossible le contrôle de la trajectoire. Étant donné que ce comportement est particulièrement dangereux lorsqu'il est pratiqué sur voie ouverte, il est passible d'une amende de 15 000 €. Réponse A et C. Environ 30% de motards tués le sont en agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les accidents en agglomération sont plus souvent mortels pour les motocyclistes que pour les automobilistes. Seulement 17% des automobilistes décèdent dans des accidents en milieu urbain contre 30% des motards. La différence étant liée principalement à l'absence de carrosserie.
Parmi les 30% de motards tués en agglomération, plus de 4 sur 10 le sont dans une intersection. Réponse A. Une chaîne trop tendue s'use plus vite? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Risque de casser? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le kitchen est un système de transmission souple du fait des nombreuses articulations. Il faut en vérifier régulièrement la tension ainsi que le graissage. Il doit présenter une flèche, un débattement, de 35 mm environ. Cette flèche se contrôle en relevant la chaîne à mi-chemin entre le pignon de sortie de boîte et la couronne. Mais attention, si la chaîne est trop tendue, elle ne pourra pas absorber les contraintes. Elle va s'user plus vite et dans le pire des cas, elle pourrait se rompre et endommager la moto ou encore occasionner une chute. Réponse A et C. Je me suis arrêtée au bon endroit pour consulter mon GPS. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me suis arrêtée en dehors de la chaussée pour consulter mon GPS. Je suis placée sur l'accotement et je ne gêne personne. Je me suis donc arrêtée au bon endroit. Réponse A. Je vais tout droit. Je serre à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour continuer tout droit en marche normale, je dois en principe me placer dans la voie la plus à droite. Mais lorsque je longe des véhicules stationnés, je dois être attentif à certains indices comme les pots d'échappement, les feux arrière, le sens des roues avant. Je dois également surveiller les ouvertures de portières. Ici, le conducteur de cette voiture ouvre sa portière. Ce n'est donc pas le moment de serrer à droite. Il est également inutile de klaxonner, car j'ai suffisamment de place pour passer sans être gêné. Réponse B et D. Je vais aborder une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je surveille mes arrières. Réponse C. Je me prépare sur les commandes de frein. Réponse D. On peut voir qu'il n'y a ni bande de stop ou de céder le passage au sol, ni panneau à l'aplomb de cette rue. Cet indice m'informe que cette rue est à priorité à droite et que je devrais m'arrêter pour laisser passer des usagers s'il en arrive. Et pour le faire en sécurité, je surveille mes arrières et me prépare à un éventuel freinage. Réponse A, C et D. La distance de sécurité avec cet usager est suffisante, réponse A, insuffisante, réponse B. Elle doit être d'au moins 1 mètre, réponse C, 1,50 m, réponse D.
Qu'il s'agisse d'un cycliste, d'un piéton ou d'un utilisateur d'engins de déplacement motorisés ou non, il est nécessaire de conserver une distance de sécurité latérale lorsqu'on souhaite les dépasser. Ici, je laisse une distance de sécurité suffisante avec cet usager à trottinette. En ville, elle doit être au minimum de 1 mètre. Réponse A et C. Les accidents de moto la nuit sont souvent causés par une vitesse excessive, oui, réponse A. Non, réponse B. Une alcoolémie supérieure au taux légal, oui, réponse C. Non, réponse D. La nuit, la circulation est très fluide, voire inexistante sur certains réseaux routiers. Cela peut inciter les usagers à rouler plus vite qu'ils ne le devraient. C'est le cas entre autres pour une partie des motards. Et cette vitesse excessive, additionnée à une alcoolémie supérieure au taux légal, occasionne des accidents. Réponse A et C. Certains casques sont équipés d'un système d'écouteurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'utilisation d'écouteurs peut être source de distraction. Auditive, réponse C. Motrice, réponse D. Il est possible d'équiper un casque qui ne l'est pas déjà d'écouteurs. Ce dispositif permet d'entendre les instructions du GPS, de dialoguer avec son passager ou avec d'autres motards lors de déplacements en groupe, de passer et de recevoir des appels téléphoniques, d'écouter la radio ou de la musique. Mais attention, l'utilisation d'écouteurs à moto peut être source de distraction auditive, parce qu'on peut être trop concentré sur ce qu'on entend au détriment de ce qui se passe sur la route, ou de distraction motrice lorsque les écouteurs nécessitent des réglages tout en roulant. Réponse A, C et D. La limitation de vitesse est valable uniquement dans cette rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais entrer dans une zone de rencontre. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à marcher sur la chaussée et ils sont prioritaires sur les véhicules. C'est pourquoi la limitation de vitesse est de 20 km/h. Je dois attendre de rencontrer le panneau de fin de zone pour avoir une limitation plus haute. Réponse B. Ce piéton pourrait empêcher le conducteur de me voir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette intersection est bordée de murets et de haies qui ne me permettent pas d'avoir de la visibilité sur d'éventuels véhicules en approche. Les usagers en approche au stop peuvent avoir leur visibilité masquée par le piéton sur le trottoir. Il est donc possible, vu le faible gabarit de ma machine, que le conducteur ne m'ait pas encore détecté. Réponse A. Arrivé le premier sur les lieux d'un accident, je commence par appeler les secours, réponse A. Relever la victime, réponse B. Sécuriser les abords, réponse C.
PAS. Protéger les lieux, c'est-à-dire faire en sorte de bien les baliser. Alerter les secours, 18 15 112, et leur fournir des renseignements sur le lieu, les victimes. Secourir les blessés, les réconforter, leur parler et surtout ne pas les déplacer ou tenter de les relever. Réponse C. Je regarde le poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je regagne le centre de la voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. On ne le répétera jamais assez, on se dirige droit sur le point que l'on fixe. Je suis dans la zone de sollicitation d'un virage à gauche, c'est-à-dire que je suis incliné et plus à gauche dans ma voie. Un poids lourd arrive en sens inverse et il occupe pratiquement toute sa voie. Il ne faut surtout pas le fixer du regard sous peine de se diriger droit dedans. Je n'ai pas besoin de regarder le poids lourd pour le voir. Au contraire, je porte mon regard vers le bout de la route et je regagne le centre de ma voie. Réponse B et C. Le conducteur du poids lourd peut me voir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Placé à cet endroit, j'aperçois facilement le rétroviseur gauche du poids lourd. Cela signifie que le conducteur peut me voir. Mais attention, il peut me voir. Est-ce qu'il m'a vu? Je n'en sais rien. Encore faut-il qu'il ait regardé dans son rétro. Réponse A. Ce motard devrait poursuivre le dépassement, réponse A, ou renoncer au dépassement, réponse B. A priori, les conditions semblent réunies pour continuer le dépassement. La signalisation l'autorise, la visibilité est bonne. Mais à mieux y regarder, plusieurs choses doivent être prises en considération. La première, c'est ce camion stationné. Son clignotant laisse penser qu'il envisage de s'engager sur la route. Bien sûr, il doit attendre que le motard passe, encore faut-il que le conducteur l'ait bien détecté. La seconde chose à prendre en compte, ce sont ces deux véhicules qui se suivent de près. Il sera impossible de se rabattre entre les deux. Cela allonge considérablement la durée et la distance de la manœuvre. Il ne faut pas oublier que les usagers en face avancent également. Ces deux éléments doivent inciter le motard à renoncer au dépassement. Réponse B. Le motard peut s'engager dans cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau signifie que la circulation est interdite à tous les véhicules dans les deux sens. Le motard ne peut donc pas s'engager dans cette voie. Réponse B. Certaines motos sont équipées d'embrayage automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. De boîte de vitesse automatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tout comme il existe des voitures dites
automatique, il existe des motos automatiques. Elles offrent plus de confort de conduite en agglomération où les ralentissements et redémarrages sont nombreux. Ces dernières sont équipées d'un embrayage automatique et peuvent aussi être équipées d'une boîte de vitesse automatique. Dans ce cas, la moto ne possède pas de levier d'embrayage et parfois pas de sélecteur de vitesse non plus. Réponse A et C. Je laisse un intervalle suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il doit être au minimum de 1 mètre, réponse C. 1,50 m, réponse D. En agglomération, la chaussée fait au moins 6 mètres de large. Ce cycliste n'a fait aucun écart pendant que je m'en rapprochais. Il est placé bien à droite et je me suis déportée au milieu de la chaussée pour le dépasser. Je laisse donc un intervalle suffisant pour sa sécurité et la mienne. Rappelons qu'en agglomération, l'écart latéral à respecter lors du dépassement d'un deux roues est au minimum d'1 mètre. Réponse A et C. À cette allure, la distance d'arrêt sur sol sec est d'environ 70 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B. Par une méthode de calcul rapide et approchée, pour connaître sa distance d'arrêt, il suffit de multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. Ce véhicule roulant à 70 km/h, 7 x 7 égale 49 mètres, soit 50 mètres environ. Rappelons au passage que l'ensemble des véhicules immatriculés à moteur ont des performances de freinage très proches pour une question de sécurité. Réponse B. Si une roue se bloque, le freinage est moins efficace, réponse A, plus efficace, réponse B. Si le freinage est mal dosé, il peut aller jusqu'au blocage de la roue. Une roue qui se bloque ne tourne plus, elle glisse. Le pneu va s'abîmer perdant de la gomme. La distance d'arrêt va s'allonger. Le motard risque la chute. Il va devoir relâcher la pression sur le frein pour que la roue se débloque. Et il pourra alors reprendre le freinage, mais cela aura augmenté la distance de freinage et donc la distance d'arrêt. En cas de blocage, le freinage est donc moins efficace. Réponse A. Le non-port de gants en circulation expose le conducteur à un retrait de points, réponse A, à une amende, réponse B. Le passager encourt les mêmes sanctions, oui, réponse C, non, réponse D. L'équipement obligatoire pour circuler à moto se compose d'un casque et de gants, qui sont adaptés et homologués pour l'usage du deux roues. Ces équipements sont obligatoires pour le conducteur comme pour le passager. Rouler sans gants expose le conducteur et son passager à une amende. Le conducteur se verra pénalisé en plus d'un retrait d'1 point sur son permis. Réponse A, B et D. Sur cette aire autoroutière, je trouverai une station-service. Oui, réponse A.
non, réponse B. Je pourrais consommer une boisson chaude. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau bleu annonce une aire autoroutière située à 20 km de l'endroit où je me trouve. J'y trouverai une station-service équipée de bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette aire dispose également d'un complexe d'hôtellerie et de restauration. On peut aussi y acheter des produits régionaux et je pourrais y consommer une boisson chaude. Réponse A et C. Je dois particulièrement tenir compte de l'indice A, B, C. En A, j'aperçois un véhicule dans le rétro qui circule derrière moi sur la file à gauche. Ce véhicule ne présente pas de danger particulier. En B, le feu est vert. Il est possible qu'il change de couleur, mais j'ai encore le temps de réagir. En C, le véhicule sort d'un Porsche et ses feux stop ne sont pas allumés. Il n'est pas impossible que le conducteur s'engage devant moi. C'est l'indice dont je dois me préoccuper le plus et je me prépare à freiner. Réponse C. Dans ces conditions de circulation, les motos sont autorisées à circuler dans la voie de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il n'y a pas d'excuse pour pouvoir utiliser une voie réservée à une catégorie d'usagers. C'est une voie de bus, elle peut parfois être utilisée par les cycles et cyclomoteurs, les nouveaux engins de déplacement personnel motorisé, EDPM, et les taxis. Dans ce cas, une signalisation le précise. En tant que motard, je ne suis pas autorisé à y circuler. Réponse B. Rouler sous la pluie allonge. Le temps de réaction, réponse A. La distance de freinage, réponse B. La distance d'arrêt, réponse C. La pluie humidifie le revêtement de la chaussée et en modifie l'adhérence. Celle-ci est divisée par 2 par rapport à un sol sec, ce qui signifie que la distance de freinage est doublée. Si la distance de freinage est doublée, la distance d'arrêt est allongée puisqu'elle en est une des composantes. En revanche, la pluie n'a pas d'incidence sur la durée du temps de réaction du conducteur puisqu'elle n'agit pas sur le cerveau. Réponse B et C. Après un accident matériel, je dois transmettre le constat à mon assureur. Dans les 2 jours ouvrés, réponse A. Dans les 5 jours ouvrés, réponse B. Dans les 8 jours ouvrés, réponse C. Après un accident matériel, je dois transmettre le constat à mon assureur. Le délai est de 5 jours ouvrés pour un accident. Pour la déclaration d'un vol, en revanche, le délai n'est que de 2 jours ouvrés. Réponse B. La distance d'arrêt varie en fonction du temps de réaction, oui, réponse A, non, réponse B. De la vitesse au moment du freinage, oui, réponse C,
Non, réponse D. La distance d'arrêt est la distance parcourue à partir du moment où le conducteur perçoit le danger jusqu'au moment où le véhicule est complètement immobilisé. Elle comprend donc les distances parcourues pendant le temps de réaction et le freinage. Les soucis, la distraction, les psychotropes, la fatigue augmentent le temps de réaction du conducteur. Le dosage des freins, la déclivité, l'état de la moto, la vitesse pratiquée font varier la distance parcourue pendant le freinage. À 100 km/h, ma distance de freinage est 4 fois plus grande qu'à 50 km/h. La distance d'arrêt varie en fonction du temps de réaction et de la vitesse au moment du freinage. Réponse A et C. Placé ici, je peux tourner à gauche, réponse A, faire demi-tour, réponse B. Je recherche l'intention de l'usager sur ma droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde un giratoire en étant placé sur la voie de gauche. Cela signifie que j'envisage de parcourir plus de la moitié de l'anneau. Ainsi placé, je peux donc tourner à gauche et faire demi-tour. Mais je ne peux jamais être sûr du comportement des autres usagers. Le conducteur du véhicule placé à droite devrait s'engager sur le giratoire dans la voie de droite. Mais il y a la théorie et la pratique. Je recherche donc son intention et je reste en retrait de ce véhicule jusqu'à ce que je sois certain de sa trajectoire. Réponse A, B et C. La distance de sécurité latérale est suffisante, réponse A, insuffisante, réponse B. Lorsqu'elle est matérialisée des deux côtés, une voie de circulation fait au moins 3,50 m de large. Le cycliste circule à droite de la ligne de rive et je me suis déporté sur la partie gauche de la voie. Je laisse donc un intervalle latéral bien supérieur à 1,50 m, qui est le minimum obligatoire hors agglomération. Réponse A. Pour diminuer la force centrifuge dans ce virage, je me place le long de l'axe médian. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant le virage, j'adapte l'allure. En accélérant, réponse C. En ralentissant, réponse D. La force centrifuge est la force qui pousse vers l'extérieur du virage. Elle varie en fonction du poids du véhicule, de la taille du virage et surtout de la vitesse. Pour diminuer la force centrifuge, j'agrandis le rayon du virage. Sur un virage à droite comme celui-ci, je me place le long de l'axe médian. Et avant le virage, j'adapte mon allure en ralentissant. Réponse A et D. Pour me rabattre à droite, je contrôle uniquement le rétro droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'indique à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Du fait des travaux, les usagers sont obligés de circuler dans la voie réservée aux bus. Cette dernière englobe une bande cyclable. Aussi, avant de changer de voie, pour m'assurer que l'espace est libre, je vais effectuer un contrôle dans le rétroviseur droit. Je vais ensuite communiquer mon intention en allumant le clignotant droit. Et juste avant de changer de trajectoire, je vais vérifier dans l'angle mort droit qu'aucun usager ne circule déjà dans la voie que je m'apprête à rejoindre. Réponse B et C. Je laisse passer le véhicule de pompier par courtoisie, réponse A, obligation, réponse B. Les véhicules des pompiers, du SAMU ou encore des forces de l'ordre sont des véhicules prioritaires. Ils sont munis de gyrophares bleus et de sirènes 2 tons. Quand ils interviennent d'urgence, ils actionnent au moins un des avertisseurs. Ici, le gyrophare indique que le véhicule de pompier est en intervention. Je suis obligé de le laisser passer. Réponse B. La chicane du pot d'échappement est un dispositif qui augmente le bruit, réponse A, limite le bruit, réponse B, retirer la chicane est autorisé, réponse C, interdit, réponse D. La chicane d'un pot d'échappement est un dispositif permettant de ralentir l'évacuation des gaz et ainsi limiter le bruit. Bien entendu, la moto est homologuée avec le dispositif d'échappement contenant la chicane. Il est interdit de retirer la chicane sous peine de ne plus être en conformité et de risquer une amende lors d'un contrôle routier. Réponse B et D. Rouler de front est autorisé. En ville, oui, réponse A. Non, réponse B. À la campagne, oui, réponse C. Non, réponse D. Quel que soit le lieu, ville ou campagne, pour des raisons de sécurité, il est interdit de rouler de front. En revanche, lors de déplacements en groupe, la formation en quinconce permet, en respectant des distances de sécurité, d'avoir pour tous la meilleure visibilité devant et derrière. Réponse B et D. Je porte particulièrement mon attention sur l'indice A, B, C. À la lecture de ce qui vient de se passer, je peux comprendre ce qui risque d'arriver. Le fourgon à gauche en B est immobilisé à cheval sur la chaussée et il ne semble pas y avoir de conducteur à l'intérieur. Le camion dans mon rétro gauche en A vient de s'écarter pour l'éviter. L'avenir proche, c'est l'écart du véhicule en face, en C, pour éviter le fourgon stationné. Je fais un appel de feu stop pour attirer l'attention du véhicule qui me suit. Je réduis l'allure et je me prépare à serrer davantage à droite. Je porte particulièrement mon attention sur l'indice C, la camionnette en face. Réponse C.
Le gilet airbag est un élément de sécurité. Active, réponse A. Passive, réponse B. Il limite les blessures. Au thorax, réponse C. Au dos, réponse D. Ce coussin est conçu pour se gonfler lorsque le motard est éjecté de la moto. Il n'empêche pas un accident de se produire. Ce n'est donc pas un élément de sécurité active. Il intervient quand un accident ou une chute a lieu. C'est donc de la sécurité passive. Il protège le haut du corps, les vertèbres cervicales, la colonne vertébrale ou encore les organes vitaux comme le cœur, les poumons, le foie. Le gilet airbag est un élément de sécurité passive. Il limite les blessures au thorax et au dos. Réponse B, C et D. L'usure d'un pneu varie selon la puissance et la fréquence des freinages. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse adoptée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le pneu est le seul contact avec le sol. Il transmet les forces d'accélération, de freinage, supporte la charge, participe à l'adhérence, à l'évacuation de l'eau. Pour accomplir toutes ces tâches, il est composé de gomme plus ou moins tendre. Il est évident qu'une conduite sportive, avec de nombreuses accélérations et freinages, va user plus vite le pneumatique puisqu'on le sollicite plus. Pour utiliser les pneus plus longtemps, il est conseillé d'adopter une conduite souple et anticipée. Lâcher l'accélérateur à l'avance permet de moins solliciter les freins et de laisser moins de gomme sur la route. L'usure d'un pneu varie selon la puissance et la fréquence des freinages et selon la vitesse adoptée. Réponse A et C. La collision la plus fréquente lors des remontées de fil est la collision latérale, réponse A, frontale, réponse B. Remonter une file suppose de passer à côté ou entre les véhicules, donc de passer dans les angles morts. Le risque, lorsque la circulation est dense et au ralenti, ce sont les changements intempestifs de voie des autres usagers, soit pour tourner, soit pour espérer gagner quelques précieuses secondes. Bien entendu, comme ces actions se font un peu dans l'urgence, les conducteurs ne prennent pas toujours le temps de faire les contrôles adéquats. Les collisions les plus fréquentes sont donc les collisions latérales. Réponse A.